Bonsoir tout le monde. Alors je regarde qui il y a, que du beau monde. Bienvenue à tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, ok. Eh ouais. ben, bonsoir Suzy. Bonsoir. Euh, on est à la deuxième émission de Explore ton centre. La première ayant eu un certain succès quand même, puisque c'était la première, on a essuyé quelques plâtres, quelques problèmes techniques qui ont été magnifiquement résolus par Jim. Et puis là, on en est à la deuxième et on sent déjà que c'est plus huilé et plus relax et c'est bien agréable. Donc la dernière fois avec Gisèle, aujourd'hui avec Suzy, on continue cette exploration qu'on avait dans les trois premières sessions organisées en trois parties, d'où on vient. Aujourd'hui, on va regarder où on est, c'est-à-dire comment la lignée, les énergies de la lignée se marient avec le monde d'aujourd'hui, alors sur les quelques dernières années. Et pour ça, j'ai une invitée, donc Suzy, qui est notre ancienne co-directrice, qui a, avec Massimo, et qui a traversé quelques remous avec le navire. Comme je disais l'autre jour, quand on a fait la moisson de paix, il y a eu les vents de la pandémie, des problèmes de Shambhala, et puis il y a eu les remous, les marées de la pandémie qui sont venus sur plusieurs poussées. Et avec Massimo, vous avez fait un superbe travail. Et maintenant, tu continues dans le conseil avec Massimo comme responsable de pratique et éducation. Donc j'ai pensé que tu étais la personne tout à fait désignée pour parler de comment le centre, notre centre bouddhiste Shambhala à Montréal, a traversé et va continuer à traverser les remous du monde moderne et comment on s'est adapté, etc., etc. Voilà, je te laisse te présenter personnellement, puisque là j'en étais à tes fonctions, et je te donne la parole, j'ai déjà trop parlé d'ailleurs. Merci, merci Jean-Luc. Je suis un peu enrouillée. J'espère que je vais. Faut que je regarde là? Mais si tu veux parler au monde, c'est là. Si tu veux parler à Jean-Luc. Oui, non, c'est bon, je le dis. Continue. Ok. Petit problème technique. Euh, je, je suis honorée d'être dans la compagnie de Gisèle et Francesca. J'ai beaucoup apprécié l'entrevue avec Gisèle. Je l'ai écoutée, ça m'a touché beaucoup de sentir ses racines profondes et puissantes. Que Gisèle tient, puis dégage. Et puis, c'est précieux d'avoir quelqu'un qui a connu si bien Trungpa Rinpoche. On est vraiment chanceux d'avoir des racines profondes comme ça dans notre communauté. Ça nous tient à travers, ça nous a vraiment aidé à justement passer à travers toutes ces tempêtes dont tu as fait allusion, puis je vais les revisiter bien sûr. Et puis aussi Francesca qui est pleine d'intuition puis de sagesse. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas pouvoir sentir pour l'avenir. Vous êtes tous presque ou presque des gens qui fréquentent souvent le centre. Alors c'est un peu spécial de parler du moment présent au centre. Qui suis-je? C'est des interprétations que je vais faire. C'est toujours nos interprétations, c'est toujours nos perceptions. Il n'y a pas de vérité avec un V majuscule, ça c'est sûr. Mais je suis touchée en fait d'avoir la possibilité de quand même partager ce que je peux qualifier comme un vue d'ensemble, puisque j'étais beaucoup au centre depuis peut-être les 10 dernières années pour la culture et décorum sur le conseil. Après ça, comme co-directrice, puis maintenant pour pratiquer l'étude.
Et je pense que ça me permet quand même, sur le champ, là, ici, dans le contenant sacré qui est le centre, d'avoir une certaine perception intime sur comment ça se passe au centre. Le mot présent est très important pour nous, les Shambhaliens et les bouddhistes. C'est sûr que je ne parlerai pas du présent parce que ça se ferait vraiment une courte soirée. Mais j'ai décidé c'était comme où commencer, j'ai décidé de commencer avec, c'est assez en arrière, mais c'est assez il me semble que c'est comme hier, avec l'achat de cet espace-ci. En 2016, je suis terrible pour des dates. Je savais déjà que je l'étais, mais là, j'ai vraiment constaté en essayant de monter un peu la succession d'événements. Mais je crois que c'était en 2016. Et je voudrais parler de commencer là parce que ça donne un peu le contexte pour ce que je vais dire à la fin, qui est vraiment maintenant. Mais alors, je voudrais commencer avec le besoin de changer, le fait qu'on a été mis dehors, en fait, de notre ancien lieu de pratique sur Sainte-Catherine, parce que le loyer avait doublé. Alors, c'est l'achat de notre centre ou comment transformer des grands obstacles en sagesse et compassion. Alors, on a été, en fait, en bénédiction. C'est plus ça. Comment transformer des grands obstacles en grandes bénédictions. Alors, on a été effectivement obligé de déménager parce qu'on a doublé, on a le droit de faire ça, c'est un espace commercial. On a doublé notre loyer. Je pense qu'ils voulaient carrément qu'on s'en va. Alors, on a fondé un petit comité vaillant par la suite, qui ont fait des recherches puis qui ont découvert qu'on n'avait pas le droit de déménager n'importe où. On avait juste le droit de déménager dans un lieu de culte, soit une ancienne église, soit un lieu de pratique spirituelle quelconque, etc. Alors ça rapetissait déjà un marché qui était déjà assez rapetissé par notre petit budget. Et il fallait vraiment garder le flamme sacré pour continuer avec cet exercice-là. Mais finalement, cette petite réservoir, ce qui semblait comme restreindre énormément la possibilité qu'on trouve rapidement un nouveau lieu, est devenu un atout parce que on a fini assez rapidement par zioter, trouver ce lieu-ci, qui est une ancienne de la diocèse. Est-ce que c'est la bonne diocèse? Et puis, qui avait été acheté, chaque étage avait été acheté par des gens qui voulaient faire des condominiums, les rénover et faire un beau petit profit. Mais lorsqu'ils se sont présentés à la ville de Montréal, ils ont appris qu'il n'y avait pas le droit de faire des condominiums avec. Alors ça, c'était comme... Puis 1 sur 4 de ces personnes-là étaient pressées de rapatrier ces sous qu'ils avaient mis dans le building, et c'était celui du 2e étage, d'ici. Alors, tout ça s'est passé tellement rapidement, c'était vraiment comme une bonne augure, c'était comme une bénédiction. C'est la chose qui avait été comme l'obstacle est devenu notre sauveteur, parce qu'en plus, ce monsieur-là ne pouvait pas vendre le centre à n'importe qui. Il fallait qu'il vende à un lieu de culte, à un groupe spirituel. Alors, on a eu vraiment un bon marché. Il n'y avait pas de cloison. C'était vide, c'était propre, c'était ouverte à toutes les possibilités. Et puis, j'ai eu de l'expérience de faire des plans dans le passé. Et j'ai fait des plans super rapidement. On les a pris, on les a montrés à un architecte. Ils ont été à peu près adaptés avec quelques petits changements comme le mur rond ici. Ça, c'était une idée de Massimo. Mais tout le monde a mis un peu des suggestions. On a développé une façon de pouvoir acheter le building et avoir des sous pour une rénovation totale en trouvant des grands prêteurs. On a trouvé 5 grands prêteurs. Tout s'est placé d'une vitesse et d'une efficacité incroyable.
Et c'était vraiment touchant. Et puis, je suis partie après que j'ai déposé ce plan d'aménagement qui incluait une salvageriana. On n'avait pas de salvageriana dans notre ancien centre, et ça c'est assez important. On était tous d'accord. On voulait avoir une grande cuisine pour pouvoir continuer à se réunir autour d'une grande table, parce qu'on avait eu ça à l'ancien centre, et Diane Dubois tenait absolument qu'on ait un grand espace pour pouvoir continuer à manger et converser ensemble. Alors, on a tout mis ça, j'ai fait ce plan-là, puis je suis partie pendant 3 mois, puis quand je suis revenue, je suis rentrée, et puis Geneviève Martineau était là avec Robert Rodet. On ne pourrait pas avoir une meilleure équipe. Et puis, on était en train de peinturer les murs, faire peinturer les murs avec des couleurs. Après de la feng shui, une étude de feng shui, on a fait ces planchers de bois-là, Massimo et Jean-Sébastien. Je me rappelle, on passait des journées à genoux. On a tout fait, sauf les cloisons. Et puis, cette expérience-là de travailler, de s'épauler, puis de rire, puis de trouver des solutions, puis de passer des heures ensemble avec la vision d'un centre digne et élégante et uplifting, un home chez nous pour les enseignements Shambhala, a créé une atmosphère, ça nous a tricoté serré. Ça a créé vraiment beaucoup d'amour, en fait, et beaucoup de respect mutuel, un esprit d'appartenance, et le sangha, un sangha riche. Alors, ça, c'était... on a coasté là-dessus pendant un bon petit bout. Carol Harwood était notre directrice. C'est une femme extraordinaire. On a pu déployer et offrir plein de cours. Tout le curriculum de Shambhala, dans ce temps-là, à mon avis, malheureusement, on ne donnait plus des cours bouddhistes, mais il y avait une nouvelle série de cours que le Sakyong avait parti, le Basic Goodness Series, qui parlait des skandhas et d'une façon très synthétique, donnait beaucoup d'enseignements dharmiques, mais quand même, c'est intéressant de voir que pendant toute cette période-là, on était un centre Shambhala. C'était vraiment le curriculum Shambhala qui primait. Et qui avait des participants. C'était très vital. C'était une belle période. Une période où on a... Et merci aussi à l'autre équipe de Francesca faisait partie, qui ont tout préparé le déménagement de tout notre héritage, nos portes rouges, tous nos papiers, tous nos dossiers ici. Et ça s'est fait comme un rêve. Alors, ça a continué, toute cette tendrelle, cette bonne augure, cette bonne énergie, pendant une bonne couple d'années. On a eu l'inauguration de la place, on a eu plusieurs fêtes, il y avait beaucoup de joie dans l'air, et puis, boum, en 2017, je pense. Oui, c'était en 2018. Au début, on a eu des petites bribes du scandale avec le Sakyong Mipam Rinpoche. Et rendu au mois de juin, c'était complètement sorti sur des médias sociaux. C'était vraiment comme un gifle. Ouais, j'étais à Deschancholing quand c'est sorti, et ça a paralysé, congelé toute la sangha là-bas. Oui, même chose, j'ai entendu la même chose pour Karma Choling. Il y avait un gros programme. Mais, encore une fois, on a été chanceux, mais je ne sais pas si c'est une question de chance, je pense qu'en fait c'est une question de karma, et de dévouement au dharma, et ouverture à la possibilité d'appliquer les enseignements à toute situation. On a eu Carole qui a reçu une suggestion de
laisser parler, laisser communiquer la communauté par la forme de communication éveillée qui est les cercles de parole. Elle avait fait une espèce de Zoom d'urgence avec d'autres directeurs de centres, et puis ça avait été suggéré par Shambhala International dans ce temps-là, d'adopter cette forme éveillée. Et je peux dire que je pense que ça, en grande partie, ça nous a partis sur la bonne voie, parce que c'est dharmique comme façon de communiquer, c'est une pratique en soi. Alors qu'il y a d'autres, j'ai su par la suite qu'il y a d'autres communautés qui ont un peu senti le besoin de laisser parler des gens n'importe comment, sans aucune forme. Puis donc il y avait des espèces de, on appelle ça aux États-Unis des town meetings. C'est une format un peu utilisée par la politique, où les gens viennent, puis ils se lèvent, puis ils se proclament, puis ils livrent leurs opinions, puis leur état d'âme, puis ça peut durer longtemps. Puis c'est très entraînant quand l'énergie est forte. Alors c'est dangereux parce que si la déclamation ou ce qui est dit est plein de colère, agression, oui-dire, amertume, c'est assez contagieux. On a tous senti ça, expérimenté ça. Alors qu'en cercle, alors ça c'est très polarisant. Les États-Unis sont hyper polarisés. Puis ce genre les débats pour les élections, c'est pas ça là. On voulait pas aller par là. Et puis justement, avec un cercle, c'est difficile de se polariser littéralement. C'est ronde. Et puis, alors on a adopté cette forme. Il y avait différents couples de personnes qui ont été invités à faciliter ces cercles-là. C'était d'une richesse extraordinaire, c'était d'une efficacité extraordinaire dans le sens que ça laissait tout le monde parler. Mais pour 5-7 minutes, des fois on faisait 2 tours. Et puis, dans le moment présent, il ne s'agissait pas de brasser, d'amener des choses du passé ou des références à des choses qu'on a lues ou entendues sur les médias sociaux. C'était vraiment, qu'est-ce que je ressens moi, ici, maintenant, par rapport à ce que notre Sangha vit avec le Sakyam. Et c'était vraiment, on passait un après l'autre, et littéralement avec chaque personne qui parlait, on sentait qu'il n'y avait pas une prise de point de vue, qui avait raison, qu'il y avait la sagesse dans presque chaque personne, il y avait la sagesse et l'authenticité en tout cas, et après il y avait toujours une pause, il y avait de l'espace entre chaque personne, il fallait comme laisser déposer ce qui avait été dit, mais je peux dire que la vue, la vision, le point de vue a grandi avec chaque personne. Et à la fin de chaque cercle, il y avait une vraie expérience non conceptuelle du fait qu'il n'y a pas de vérité avec un V majuscule, que tout bouge. Souvent, on pouvait même sentir l'énergie bouger dans le cercle parce qu'on restait dans le moment présent, puis on se laissait ou s'ouvrir à ce qui était dit. Alors, il y avait comme une possibilité de s'ouvrir et d'accommoder et d'inclure qui n'était pas là avant. Et puis, je suis très contente, Jean-Luc, que tu continues à nous faire pratiquer cette forme. C'est peut-être un peu moins strict. C'était super important que ça soit une forme stricte. Puis souvent, on n'aime pas ça, des formes strictes à Shambhala. Il y a des gens qui trouvent que c'est un peu contraignant, mais au niveau du temps, puis au niveau de la spécificité
consigne dans cette situation émotive, c'était vraiment important. Mais ce que je constate, c'est qu'on n'a plus besoin de mettre ce temps, parce que les gens avaient tellement pratiqué avant qu'ils le font spontanément en fait. Et c'est sûr que si ça devait dégénérer, on serait obligé de remettre des règles. Mais là, depuis janvier que je pratique ça avec en tant que directeur, j'ai jamais eu un cercle où c'est parti un peu en explosion. Ça s'est toujours réglé dans le cercle. Et je pense que c'est parce qu'il y avait cette pratique avant. Ça se peut très bien. Ça se peut aussi que ce qu'on discute présentement est un peu moins... C'était vraiment très fébrile. Puis des gens il y avait vraiment beaucoup de clichés et de... Pas tellement ici, mais sans doute. Et aussi, on avait commencé à pratiquer la méditation sociale dans cette période-là, qui est c'est la même sorte d'exercice de comme vraiment se connecter avec le cœur ouvert du guerrier et guerrière, le courage que ça prend d'être vulnérable et de parler de cet endroit-là. Alors, ça c'était, je peux dire que ça c'était le scandale ou la crise du Sakyong était un autre, l'art de transformer, ça c'est l'art de transformer des kleshas en sagesse et compassion. J'ai vraiment vu notre Sangha s'adoucir, s'ouvrir, s'accommoder, lâcher prise de son propre position pour le bien de la Sangha et de vraiment entretenir une espèce de I don't know mind. Je ne sais pas. Et toute l'ouverture que ça peut impliquer. Alors ça, c'était, même si c'était pénible par moments et déconcertant parce que on a continué à faire ça jusqu'à ce que le Sakyong se retire. Il a décidé de se retirer pour permettre moins d'agitation, pour permettre des esprits à se déposer. Nous autres, on a enlevé les portraits aussi. Il y avait toutes sortes de moyens comme ça pour permettre les esprits de se déposer et ne pas être en réactivité, puis plutôt d'être en réponse, de pouvoir répondre à la situation. Alors, on a cheminé, on a vraiment, je pense que pour beaucoup de personnes, la grande vision de bonté fondamentale et le fait qu'on n'abandonne personne ici à Shambhala, que tout le monde est vu comme étant capable de s'éveiller, même de comportements non éveillés, bien sûr, ou assez même confus ou qui manquent de respect. C'est devenu vraiment expérientiel et pas juste un concept. Alors, je pense que c'est un autre exemple de défi ou de grand obstacle qui est devenu une richesse. Et c'est ça l'art de vivre, en fait. C'est ça le dharma. C'est comment rencontrer presque tout et de tranquillement le percevoir comme étant que tout fasse partie de la voie sacrée. Ouais. On n'a pas besoin de rejeter quoi que ce soit. Ouais. On peut juste accueillir avec douceur, curiosité et une certaine précision. Puis la vie devient plus grande. Alors, la vision devient plus grande et notre capacité d'inclure et de rencontrer tout ce qui nous surgit devient plus grande et plus profonde.
Moi, j'ai l'impression que le fait d'avoir pris Samaya avec le Sakyong en août 2017 m'a aidé beaucoup. Je vais juste dire ça, j'ai réfléchi là-dessus. En- J'ai réfléchi beaucoup depuis que tu m'as invité, doucement. Puis j'ai l'impression que d'avoir reçu une transmission de sa part lors du Sacred World Assembly à Dechen-Choling en 2017 m'a permis de comme avoir un esprit plus stable. Parce que je dirais pas que je suis quelqu'un de très émotive et assez dans ma vie avant, je dirais, puis maintenant aussi, mais il y a eu une belle petite période où il y avait comme pas mal d'espace puis pas mal de relaxation, malgré une situation pas trop relaxante. Alors, je voudrais juste dire que j'ai vraiment l'impression que c'était grâce à la transmission de la Nature of Mind que j'ai reçue lors de cette assemblée sacrée-là, là, qui m'a aidée à être une co-directrice qui se laissait plutôt guider elle-même par vous et aussi par la lignée. Alors, malgré tout ça, et je pense qu'on a été protégé à Montréal un petit peu par tout le fracas sur les médias sociaux par la langue, parce qu'on est francophone. Puis c'est absolument poison, je pense, ces forums-là, là, ces espèces de gossip, technological gossip platforms. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses intéressantes dites là-dessus, mais moi, mon intuition, c'était vraiment de se tenir loin du oui-dire et de rester avec l'expérience ici. Et puis, alors malgré toute cette perte de notre centre de mandala, et toute la tristesse et toute la peine que ça a engendré, toute la question de l'abus, c'était énorme. Malgré tout ça, on a présenté des tonnes de programmes, les gens prenaient des programmes, ils cheminaient, on était en bon état financier, alors qu'il y avait plein de centres qui ont perdu presque tous leurs membres, puis qui fermaient, ou qui étaient en voie de fermeture, et où c'était vraiment pas très inspirant de pratiquer de toute manière. Et puis, on avait même 19 personnes qui voulaient prendre refuge, puis 8 qui voulaient prendre le vœu de Bodhisattva. C'est pas peu dire. Et on avait décidé aussi, Massimo et moi, quand on avait pris la co-direction, que c'était important de faire venir des acharyas. C'était important pour notre sangha parce qu'à cause d'être francophone, on avait tendance à étudier ici, à Montréal. Et puis, quand on entendait des choses à propos de la culture Shambhala plus large, que c'était pourri, que c'était vraiment corrompu, que c'était vraiment très répandu l'abus, puis une certaine un grand manque de respect, puis de manque de bienveillance. Moi, c'était vraiment pas mon expérience directe de plusieurs grandes assemblées, ni Massimo. Puis on voulait que notre sangha puissiez rencontrer les acharyas puis les shastris, des personnes qui baignaient dans les enseignements puis côtoyaient le sakyam depuis longtemps et de sentir leur bonté, de sentir leur dignité, de sentir leur extrême intelligence et capacité d'articuler le dharma, sentir leur dévotion. Alors on a fait venir une série d'acharyas. Et puis, Acharya Richard John, Arawana Hayashi. Puis on devait avoir Christy Cashman, qui est une perle. En mai 2020, elle devait faire les 3 yanas, présenter des 3 yanas, et ça a été annulé à cause de la pandémie. Alors, la pandémie ou l'art de transformer le confinement en retraite
spirituel. Alors, wow! Ça, c'était, on n'avait jamais vu ça, hein? Une expérience comme ça. Une expérience planétaire, où on était toutes dans la même situation au même temps. Ça m'a vraiment touchée. Ça nous a permis de vraiment sentir comment on est interreliés, comment notre humanité, la souffrance, la peur de la mort. Nous autres, on est tellement choyés ici en Amérique du Nord, hein? Puis dans l'Ouest en général. Puis là, on était sur le même plancher avec tout le monde. Alors ça, j'ai trouvé... je me rappelle que je pensais que quand George Floyd, cet terrible événement est sorti, que ça aurait jamais pu être pleinement reçu, puis contemplé, puis comme digérer, si on peut digérer ça, puis les actions prises si la pandémie n'était pas en jeu. Parce qu'on est tellement prise dans notre vie d'habitude, il y a des tonnes de choses terribles comme ça qui se sont déjà passées. Puis, whoop, ça se faisait gober par, ou perdre dans le mêlée, dans la rapidité de nos vies. Et cette pandémie-là nous forçait à se ralentir, à sentir notre solitude, à confronter la mort, à mettre les autres devant nous. C'était toute une pratique. Et c'était très intériorisé. On était vraiment en vase clos, souvent on était en confinement, alors on était vraiment en relation directe avec notre esprit. Il n'y avait pas vraiment the wisdom of no escape. There was kind of no escape. Et j'ai été très, 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 très touchée par la bravoure de notre Sangha. J'étais très inspirée de voir la médecine du Dharma, comment je trouvais que notre communauté se comportait quand même très bien. Je veux dire, c'était pas insensible à la souffrance, puis on passait par toutes sortes d'états. Mais généralement, je trouvais qu'on naviguait avec beaucoup d'équanimité. Et quand on naviguait pas avec équanimité, on pouvait rencontrer de la compassion, de l'écoute. Alors, moi, je remercie la pandémie, même si je sais que ça coûtait très cher et que ça a créé beaucoup de souffrance. Puis il y a des personnes très chères qui ont été perdues, etc., etc., etc. Je trouve que c'était un moment de répit global, important, mais je sais, il y a des places où c'était pas drôle du tout, là, en Inde, etc., mais quand même. Et aussi, notre centre a pu passer à travers ça de façon assez merveilleuse parce que Jean-Luc aux rescousse, puis Jim aussi, on a su établir très rapidement. En fait, il y avait une bonne idée déjà de nous créer d'un bon système de son et des caméras. Et puis, assez rapidement, on avait la possibilité Zoom, qui était completely unknown, puis qui nous permettait de faire des choses une fois qu'on a vu que l'énergie passait quand même de façon étonnante lorsqu'on faisait de la méditation sociale par Zoom ou des cercles de parole par Zoom.
on pouvait continuer, on pouvait rester connecté dans notre solitude. On pourrait continuer à même étudier, à enseigner, à recevoir des enseignements. Alors, le Zumakaya, tout un phénomène, ça nous a permis les étudiants du Sakyong, d'être en présence plus proche que jamais et plus fréquemment que jamais avec le Sakyong. On aurait dit qu'il fallait absolument être en présence pour prendre des vœux de refuge et de bodhisattva, mais non. Maintenant, il y a toutes sortes de contraintes qui se sont relâchées. Et on va voir. C'est peut-être pas toujours, je sais pas, à la longue, qu'est-ce que ça va donner. Puis, je vais dire que j'ai un peu de réservation quant au fait que beaucoup des cours de Shambhala Global se passent online. Je crois que c'est primordial d'avoir un lieu comme celui-ci, qui est empreint de pratiquants, d'heures de pratique, de toutes sortes de formes éveillées, de toute une esthétique raffinée et uplifting. Puis c'est quelque chose que quelqu'un qui arrive de la rue, qui peut sentir dès qu'ils mettent le pied dans le centre. Il y a l'énergie du groupe aussi qui est importante. L'énergie du lieu et l'énergie du groupe. Tout à fait. On n'a pas sur Zoom. Mais quand même, on a quand même un bon niveau d'énergie. On peut le sentir sur Zoom, mais on ne peut pas comme tourner pendant un programme puis regarder quelqu'un, attraper le regard de quelqu'un comme ça. Ou il y a toutes sortes de moments spontanés et non planifiés et riches qu'on ne peut pas avoir en Zoom. Alors, ça nous amène à maintenant, c'est combien de temps là? Ça va. Je saurai le temps, t'inquiète. Alors, on sort de la pandémie. C'est une joie. C'est bon de pouvoir aller au théâtre, c'est bon de pouvoir voyager, même si c'est pas bon pour la planète. C'est bon de pouvoir voir ses bien-aimés comme on veut. C'est bon de se sentir libre. Et en même temps, sans être un trouble fait, je voudrais juste partager mes intuitions qu'il faut être vigilante pour protéger l'espace de pratique, l'atmosphère, un peu cette atmosphère en fait, cet ralentissement, parce que quand la vie va vite, c'est difficile de laisser surgir des intuitions. C'est difficile de vraiment se laisser pénétrer par des enseignements. Et vu que c'est maintenant le Sangha qui est au centre de notre mandala, parce que le Sakyong n'est plus là, on a eu une très belle rencontre avec un des membres du board Shambhala, Peter Novak, qui est un homme très sage, très cœur, très dévoué, très généreux, inspirant. Puis qui a dit, lorsqu'on a parlé du fait que c'est quand même pas banal perdre de faire extraire le détenteur de la lignée pour une communauté bouddhiste ou une communauté Vajrayana, chambalien, bouddhiste. C'est un Sakyong, que ce soit une femme, parce que présentement, c'est les filles du Sakyong qui se font éduquer depuis un petit bas âge
c'est leur travail, c'est leur raison d'être, c'est leur job. C'est d'être le détenteur. Ils s'entraînent toute leur vie pour pouvoir intégrer les enseignements qui sont vastes et profondes. Et puis ils rayonnent du centre. Et cette mandala-là, cette forme-là, nous permettait énormément du temps, nous, à faire ce qu'on avait à faire, à rendre le dharma accessible, à étudier, à plonger nous-mêmes, sans être trop pris avec le besoin de se gouverner, tout ça détenait du Sakyam. Et je trouve très noble que Peter Novak, lors de notre rencontre, a partagé. Il y en a qui disent que le prochain Bouddha, ça va être le Sangha. Ça va être le Sangha éveillé. Et comme bon chambalien et bonne chambalienne, on sait qu'on a tous la bonté fondamentale, puis on sait qu'on a tous la capacité d'éveil. Alors c'est touchant, cette vision. Mais moi, ayant participé à beaucoup de forums en Zoom, avec toutes sortes de centres, on était 200, il y en a beaucoup d'autres qui ont fermé lors de la pandémie, mais on est peut-être, je ne sais pas, comme une soixantaine. Je pense qu'on est Ah non, plus que ça. Il y en a 60 consignés. Ok, non mais elle veut dire que tout. En tout cas, de 200, on est peut-être 100 ou moins. Et c'est quelque chose, faire concerter tous ces centres. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous au même endroit. Il y en a qui trouvent que on devrait aller plus vers un point de vue un peu de la justice sociale, que ça soit vraiment la création de sociétés éveillées, puis beaucoup d'emphase sur la guérison de trauma, la guérison de ci et de ça. Alors, il y a toutes sortes de splits. Ça, c'est mon interprétation, vraiment, je le partage, pas pour être négative, mais parce que je voudrais qu'on soit vigilante ici à Montréal, où on a réussi à garder une certaine focalisation ou consacration au dharma pur, aux études et à notre intégration de ça dans nos vies. Et puis, je vois beaucoup d'agitation, je vois beaucoup de dévotion, de bonnes intentions, mais je sens, quand je suis présente dans des forums avec le grand Mandala, je sens que c'est un discours plus conventionnel, que le langage est plus conventionnel, c'est-à-dire du monde mondaine. J'ai rien contre le monde mondain, mais nous, on est une communauté spirituelle. On n'est pas une OBNL, on n'est pas une corporation, on est une communauté spirituelle. Et puis, il faut que tout ce qu'on entreprend soit à la saveur du dharma, que ce soit comme entrepris comme une pratique. En tout cas, c'est comme ça que Massimo et moi, on a toujours vu, même le conseil. Et ça, je ne le sens pas présentement dans le grand mandala. Je sens beaucoup de bon cœur, mais je ne sens pas tant que ça les enseignements. Si on veut que notre lignée puisse continuer sans Sakyam, il va falloir qu'on puisse
se consacrer le temps, ou que quelques-uns entre nous entre nous consacrent vraiment du temps pour pratiquer, puis pour étudier, si on va pouvoir porter ces enseignements-là. Et je me demande si en gérant tout l'aspect organisationnel qui n'était pas le nôtre avant, c'était tout porté par le Sakyong. Je me demande si on va pas s'éparpiller. Moi-même, je peux dire que j'ai besoin de pratiquer plus. Je trouve que c'est beaucoup de boulot, porter le centre présentement. Il y a beaucoup d'activités. On n'est pas nombreux. Il faut qu'on puisse nous-mêmes se ressourcer et pratiquer si on veut pouvoir vraiment porter cette lignée. Je ne dis pas que je ne crois pas que c'est possible. Je pense que tout est possible. Je donne des chances aux coureurs. J'apprécie beaucoup que Gisèle a appelé ça le manque de la, as in la, nien et lou, qu'il y a un manque de la présentement dans notre grand mandala. Je ne trouve pas qu'il manque tant que ça ici. Mais si on s'effrite, puis si on devient trop busy, je pense que ça pourrait nuire. Alors j'ai l'impression d'arriver à une place un peu négative, mais c'est pas vraiment négatif, c'est plus comme encouragement. Et puis je vois Gisèle qui est là, puis qui va commencer bientôt à un grand groupe d'études qui va pencher sur le Hinayana, les enseignements, approfondir, oui, c'est déjà commencé. Ça, c'est super précieux. Les cours bouddhistes et le curriculum Shambhala. J'aimerais tellement ça pouvoir parler avec Trungpa Rinpoche à propos des enseignements Shambhala. Parce que moi, je suis embarquée là-dedans, puis je suis restée là-dedans sans aucun intérêt pour le bouddhisme, puis un gourou. Pendant plus que 25 ans, c'était extrêmement nourrissant. Mais on dirait que, et le Sakyong, et nous-mêmes, on constate qu'il y a besoin des bases, plus de bases bouddhistes pour soutenir des enseignements Shambhala. Et ça m'interpelle beaucoup parce que j'ai beaucoup de respect, comme nous tous, pour Trungpa Rinpoche. Puis, ça semblait être fait pour être une voie pour des gens occupés, qui avaient des familles, qui n'étaient pas des non-monastiques, qui avaient des vies très pleines déjà. Puis, il me semble que c'était comme un immense cadeau, une immense bienveillance de nous faire confiance, de nous donner tant de sagesse dans 10 programmes, 10 niveaux, suivis par la clé d'or, suivi par l'Assemblée des guerriers, qui est extraordinaire, mais que c'était une voie qui avait conçu en soi, qui était vue comme étant complet et assez adéquate pour nous permettre de travailler avec rencontrer notre nature, nos dignités, notre nature éveillée. Alors, je trouve que j'ai peur parfois que le curriculum se perde dans ce foule d'activités. Je ne dois pas avoir peur en tant que
que bonne guerrière, je dirais pas que j'ai peur, mais je me demande. Et je pense qu'il faudrait faire attention, puis il faudrait se parler, puis il faudrait contempler qu'est-ce qui est important pour notre centre. Puis le monde n'a jamais eu autant besoin de ces enseignements-là. Ils sont démesurés, ils sont complètement non conventionnels. Complètement non conventionnels. On a-tu besoin d'encore des approches conventionnelles? Il y en a beaucoup. Moi, je trouve qu'on a un trésor, mais ça ne se porterait pas toute seule. Et puis, c'était audacieux de déclarer qu'on n'avait plus besoin d'une Sakyong. C'était une sorte de bravoure, c'était une grande expérience. On a toujours fait des expériences avec Shambhala. On est ouvert, curieux. Alors, je reste ouvert, puis je reste curieuse de voir comment ça va se poursuivre. Puis, si je peux être utile, je vais essayer de l'être. Mais je pense que c'est tout ce que j'ai à... J'ai dit tout ce que... j'avais à dire. Ben, je voulais revenir sur la réunion avec Peter Novak, et puis j'ai tendance à le prononcer à l'allemande parce que c'est un Autrichien, et Tara Templin, sur le lard, enfin, sur je ne sais pas comment définir ça, parce que c'est... La hiérarchie naturelle. C'est ça, tout ce qui est élevé, disons, autant dans l'énergie que dans la forme, le fond et l'énergie. Et ce que j'ai retenu aussi, enfin à la fin, où il a commencé à dire que ce qui leur manque à Shambhala Global Services, enfin plutôt à Shambhala Board, c'est de trouver comment joindre les anciens acharyas ou les anciens enseignants, disons au sens large, de façon neutre. Parce que Shambhala Global Services a essayé de faire ça, mais forcément étant à la fois partie et organisateur, ça ne pouvait pas marcher. Et donc on avait parlé dans cette réunion du côté, je dirais, employer un mot qui n'est pas du tout adapté, qui est œcuménique, c'est-à-dire que on a été capable de rassembler des gens de l'intérieur de Shambhala qui avaient des façons de voir complètement différentes, autant les élèves les étudiants du Sakyon que les anti-Sakyons, que les non-Sakyons, un peu toutes ces mouvances qui ne sont pas étiquetées, mais qui bougent d'ailleurs, qui ne sont pas fixes, et que Shambhala Montréal pourrait jouer un rôle là-dedans. Donc on en est là, on en est à réfléchir là-dessus, et ça peut être quelque chose de très intéressant justement suite à ce que tu disais tout à l'heure en parlant de l'importance des acharyas et d'avoir des enseignants, etc. Donc le fait d'arriver à se retrouver en contact avec d'anciens acharyas, quelle que soit l'ambiance, quelle que soit la sangha à laquelle ils s'adressent, serait peut-être cette façon de créer cette notion de l'art, mais sur un groupe, non pas toute la sangha, mais sur un groupe d'anciens, un peu sur le modèle des Premières Nations qui ont le cercle des anciens, etc. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faudrait faire, mais c'est l'idée. C'est l'idée de se référer à quelque chose qui n'est plus une personne, mais un groupe. Et peut-être ce serait ça, au moins une solution transitoire, puisque par définition, personne n'est éternel, donc pas plus un acharya que nous-mêmes, et ça ne pourrait pas être une solution définitive, parce que comment on refait un acharya?
Comment On crée d'autres acharias, de nouveaux Mais acharias. c'est justement, ça prend Comment on crée beaucoup de, Ce problème-là, de pratique et études. Les gens, ces gens-là se sont consacrés énormément. Puis c'est ça ma question, justement. mais ça prend un maître surtout. Pardon? Ça prend un gourou. De Ça faire prend un acharia. maître, mais ça prend aussi la disponibilité puis le dévouement pour faire ça. Puis je doute pas qu'il y en a, mais même juste de, de vivre dans notre monde avec la rapidité et la plénitude de bureaucratie, puis de formules, puis de tout le tralala. Et c'est juste que il faut pas trop diluer. Il faut laisser la place ici aux gens d'approfondir leur cheminement. Puis, peut-être c'est une évidence, ça, mais je trouve que présentement, on pourrait devenir éparpillé. C'est des points de vue différents. Il y a la richesse, c'est clair, quand il y en a beaucoup de choses qui se passent. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Moi, je pense qu'on devrait... J'ai hâte que la jeune Sakyong femme, moi, je pense que c'est qu'elle devienne mûre, puis qu'on regarde. Personnellement, je pense que c'est très énergivore et très attentionnivore de gérer une organisation globale par démocratie, par des formes comme ça, de consultation, je questionne. Personne n'a parlé de démocratie. À partir du moment où on se Mais réfère à des anciens, c'est plus une démocratie. Non, mais... je ne pense pas qu'il y ait de voie spirituelle qui soit démocratique. Non, moi non plus. Mais c'est ce que je veux dire. Non, mais je ne pense pas que les acharyas, puis j'en ai parlé avec des personnes à Shambhala Global, ils ne veulent pas eux-mêmes ils ne veulent pas gouverner. Ils veulent pratiquer et enseigner. C'est pas leur rôle. Non, alors quelqu'un va devoir gouverner. Comme une gouvernail. Mais alors, c'est ça, c'est là pour moi la grande question. Puis je ne veux pas dire que c'est impossible. Mais tout ce que je veux dire, c'est que il faudrait que les personnes au gouvernail partagent une vision. Ça, ou en tout cas, peut-être pas, parce chez nous, on arrive quand même à accommoder plusieurs visions différentes, mais quand même, quand tu es c'est toi qui tiens le gouvernail, c'est mieux qu'il y a une certaine concertation. Et mon expérience présentement, ou depuis quelques années, de Shambhala Global, le groupe, et qu'on est vraiment aux différents endroits. Et que ça va être... mais c'est très négatif, mon affaire. C'est pas moi qui l'ai dit. En fait, c'est pas... je pense pas que c'est négatif tant qu'on ne perd pas la flamme, puis on reste connecté avec la lignée par les enseignements, puis qu'on les livre, ces enseignements-là. Mais je vais dire en tant que directeur de pratique et études que on a dû annuler le cours Contentement dans la vie quotidienne parce qu'il y en a eu 5 inscriptions, puis c'est pas assez, puis on n'avait pas de coordonnateur. Puis il y a une faible participation dans différentes choses. Il y a une grande participation dans d'autres offrandes, mais je pense qu'il faut juste, ok, je vais le dire pour une dernière fois, il faut juste être vigilant de prendre soin du core teachings. Je
pense que c'est ça. Et de réussir à faire savoir aux nouvelles personnes qui viennent au centre qu'une voix existe. On offre une voix. C'est extrêmement précieux. C'est très rare. On offre une voix au complet. Puis les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas que le pleine conscience ou mindfulness, c'est un bon début. C'est super, c'est crucial, mais c'est une fondation de toute une voie. Alors, ça va être ça notre challenge, c'est de mener des gens sur la voie, puis avoir du monde qui sont aptes à mener et guider des gens sur la voie pour l'avenir. Et c'est un super beau défi. Absolument. Et c'est une noble cause. Il n'y en a pas plus noble. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou qui voudraient dire de quoi ou qui voudraient me débattre? Oui, Yves. Oups. Ah non? Non, parce que c'était pas prévu. Non, là, c'est. Voilà, good old- excusez, pardon. J'étais pas, Good old mon micro Jim. n'était pas. Good young Jim. Alors, il y a un petit aspect technique parce qu'on n'avait pas prévu de faire un débat avec, Ah, avec mais le Zoom. pas de débat. Voilà, mais c'est bon, voilà, c'est réglé. Yves. Vous n'aviez pas prévu de questions-réponses à la fin ou? Non, mais en fait, quelques invités dans la salle et ce soir, il n'y en a pas. Voilà, donc on va essayer. Mais le problème, c'est que la façon dont c'est organisé, on n'est pas organisé en hybride, ce qui fait qu'il y a des retours de micro, etc. On va essayer. Mais ça semble marcher. Mais le plus faible. Il faut prendre autour. C'est ça. Ok. Merci, Jim. Ok. Bien, bien. Est-ce que Ok Yves, tu peux aller. Ah, merci. Je ne saurais pas être trop long, là, mais il y a plusieurs choses qui qui m'ont interpellé dans ta présentation, ton, ton message et à la fois ton ouverture. Et je reviens, il n'y a pas 2, 3 mois, là, j'étais dans l'Assemblée des guerriers en Europe et en France. Et justement, on a eu une occasion de faire une sorte de town hall, réunion, qui était... et c'est là où j'ai pu mesurer la différence entre... On parle beaucoup de notre centre, de l'exemple du centre de Montréal éventuellement, qui pourrait en inspirer d'autres. Et je pense que personnellement, je reprends confiance en cette idée-là. Et d'ailleurs, je ne pensais pas que le centre de Montréal pouvait avoir comment dire, un rayonnement dans sa façon de partager les voix Vajra, bouddhistes et shambhaliennes, qui pourraient peut-être inspirer des gens là-bas. Toujours est-il que un des aspects qui est un aspect peut-être plus administratif, mais quand même qui a un sens qui pour moi va beaucoup plus loin que cela,
administrative dans le sens où l'entente qui a été conclue entre le Potrang et Shambhala International est que on ne peut pas prendre de décision sans l'approbation du Sakyong. Donc, la question des acharyas, je ne vois pas comment les acharyas pourraient revenir sous une autre forme sans que la chose soit soumise au Sakyong qui a lui-même nommé ses acharyas. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est je suis content de voir qu'à Montréal, on a des enseignements bouddhistes et je suis avec Gisèle où on fait des pratiques du Mahamudra, le sadhana de Mahamudra qui est extrêmement riche et d'autres, et les hachés qui sont quand même, qui viennent du Vidyadhara lui-même directement. Donc, c'est pas rien. Je veux dire, quand on voit la richesse j'allais dire testament, mais c'est pas le mot, la richesse de ce que Trungpa a laissé, on en a, moi j'en ai pour plus que ma vie qui sera probablement encore courte, plutôt courte là maintenant, mais n'importe qui peut profiter de ces enseignements à fond, de façon très profonde. Mais il reste en effet, et c'est là où je pense que l'espace est forcément ouvert, il reste que va devenir, qu'allons-nous devenir? Et je ne sais pas. Et Peter le savait, Peter Novak a dit lui-même, il ne savait pas lui-même. Et ça prendra probablement pas mal de temps avant qu'on le sache. On arrive à le sentir, à voir comment les choses vont reprendre ou retomber, où les choses vont retomber. Mais il n'en reste pas moins que, comme tu disais, Suzy, nous sommes dans une voie spirituelle. Hein. C'est pas des questions de gouvernance. Je crois qu'elles se mettent en place, mais il n'y a pas que ça au fond de tout ça. Ce sont la voie que nous suivons. On y croit ou on n'y croit pas, mais si on y croit, c'est très puissant et c'est très fort. Et personnellement, je me sens privilégié d'être ici encore aujourd'hui. Ce serait aussi intéressant de voir comment les choses vont se passer dans l'Assemblée des guerriers au Vermont à Termicheline, qui va avoir lieu en septembre. Comment les choses seront perçues, parce que moi, j'ai vécu ça sous l'angle des eurocentristes de Shambhala. Donc, je me sentais à un moment, un peu, disons, à l'écart parce que je ne suis pas européen. Et j'allais à cette assemblée en Europe pour des raisons presque touristiques, de voir à quoi ressemblait le centre de Chancheling et tout ça, et j'ai beaucoup aimé et tout ça, mais il n'en reste pas moins que la majorité des près de 70 participants étaient des Européens, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est ce que un peu mon intervention est peut-être un peu débridée, là, mais ce sont des aspects relatifs et d'espace qui j'ai essayé de partager avec vous de cette manière. Merci beaucoup. En tout cas, c'est fort intéressant la formule de l'entretien comme ça entre nos enseignants, des personnes que nous connaissons ou que nous connaissons moins. Et d'ailleurs, maintenant, je connais mieux Suzy
et puis où je découvre au fur et à mesure euh, notre nouveau directeur, puis et Gisèle et mes collègues qui participent aux pratiques. Et le Zoom est véritablement un outil euh, qu'il faut bien jauger, bien mesurer, parce que, mais comme on disait, on sait bien, dans tout progrès, il y a un côté parfois négatif, mais un côté, dans ce cas-ci, ça peut être très positif pour nous. En tout cas, pendant la période que nous traversons, Shambhala international et bouddhisme. Bah, merci Yves. Parce que là, on n'est pas comme d'habitude en hybride, c'est-à-dire qu'il faut que Jim fasse une manœuvre entre la fin ton temps de parole et le temps que nous, on puisse reprendre le micro. Hein, il y a une espèce de bascule. C'est pour ça qu'on reviendra la prochaine fois à un débat avec la salle, parce qu'en ligne, c'est trop compliqué. Techniquement, j'entends. Francesca. Attends qu'on te donne le. Jim va te dire quand tu peux parler. Ok, Francesca. Alors, Francesca, tu peux aller. Merci. Merci, Suzy, de nous avoir fait ce voyage dans le temps qui nous amène à aujourd'hui avec les hauts, les bas, les vagues et tout ça. Et je pense qu'on ne vous remerciera pas assez de ce que vous avez fait pour aider la communauté à continuer de progresser durant ces crises-là. Et je trouve aussi que les questions que tu soulèves, c'est pas, à mon sens, c'est pas nécessairement négatif. Je veux dire, c'est des questions qu'on doit se poser, qu'on peut pas juste dire, bon, ben là, on tourne la page et on passe à autre chose. Tu nous l'as bien montré, là, tu sais, on a comme un développement. Alors, non, j'ai pas, en tout cas, personnellement, j'ai pas trouvé ça négatif. J'ai trouvé que ça, en tout cas, ça permet de continuer d'ouvrir les perspectives. Je voulais juste dire que hier, j'ai participé à une prise de vœux des gens qui vont composer le Shambhala Community Council. Ils sont à peu près 32 personnes qui ont pris un vœu hier pour former ce groupe-là. Et c'était une idée de Shambhala Global depuis longtemps. C'était une idée qui avait germé dans la tête des gens avec Janet Brownston et tout ça, qui disait, c'est tellement important d'avoir un conseil de la communauté à l'heure actuelle, parce qu'on ne peut pas juste avoir un organe de gouvernance qui n'a pas nécessairement les capacités de s'informer auprès de toute la communauté. Alors, ces gens-là, je pense qu'ils étaient 32 hier, ils couvrent 18 régions de tout le mandala de Shambhala. D'ailleurs, on est, on est représenté actuellement par quelqu'un de Toronto. Je pense qu'il va falloir faire une petite correction. Mais les gens qui ont pris le vœu, et c'était un très bon vœu, et c'est un vœu qui parlait de la lignée, qui parlait que les gens s'engageaient dans les enseignements de la lignée de Shambhala, s'engageaient dans la société éveillée. Ceux qui ont pris les vœux, et c'était peut-être parce qu'ils prenaient les vœux, là, mais
ils étaient très enthousiastes. Et ça donnait vraiment comme l'idée que ces gens-là ont vraiment le goût de se mettre ensemble, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans chacune des régions, pas chacun des centres, mais presque. Puis comment on va mener un projet où la communauté, sans être nécessairement la gouvernance, va quand même avoir un mot à dire. Ça ressemble un peu au Parlement ou au Congrès. Ou, tu sais, c'est comme des représentants, des représentants. Alors, je dirais, j'étais assez comme contente de voir que tous ces gens-là sont très intéressés. Bon, est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Mais là, ils sont très intéressés. Puis ils veulent, puis là, ils vont communiquer ensemble, puis ils vont parler de ce qui se passe dans les régions, puis dans les centres. Alors, je trouvais que ça augure bien pour ces moments de transition où on ne sait pas, et puis toute la notion de la Sangha comme étant le prochain Bouddha. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Puis jusqu'où jusqu'où la Sangha est assez éveillée pour être le prochain Bouddha. En tout cas, tu sais, je pense que l'importance de continuer à se poser des questions, puis à présenter aussi des points de vue qui parfois semblent pas tout à fait aller dans le courant, là, tu sais, c'est-à-dire que c'est important qu'il y ait des questionnements. C'est important qu'il y ait des questionnements. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais dire. Et puis le Zoom, ben, c'est très bon là, parce que ben, ce soir, je fais de la fièvre puis je tousse. Alors, j'aurais pas pu aller au centre, même si j'avais voulu. Là. Je suis toute rouge, toute chaude. Et voilà. Hmm. Merci Francesca. Ben, tu auras l'occasion de t'exprimer à la prochaine session, à la prochaine émission, puisque c'est toi qui va succéder qui aura l'honneur de succéder à Suzy et préalablement à Gisèle pour le troisième volet qui va être justement où nous en allons-nous. Il ne s'agit pas de faire des prévisions d'avenir et de lire dans la boule de cristal que nous avons pourtant sur l'autel, mais c'est pas ça, je ne pense pas que ce soit son symbolisme dans notre salle de méditation et sur notre autel. Mais en fait, on cherche plus à retrouver le fondement de qui nous sommes et ce que nous sommes. Et c'est ça qui va nous aider à cheminer vers, à créer le chemin qui va être le nôtre maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chemin, mais il y a eu un constructeur de chemin, si j'ose dire, qui nous a guidés jusqu'ici. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est une relève. Il y a une dynamique des enseignements qui fait que ça ne peut pas s'arrêter. C'est pas possible que ça s'arrête. Je dis pas ça au sens désespéré en disant c'est pas possible que ça s'arrête. Je dis ça au sens où il y a une force spirituelle, vitale, quelque part, qui nous pousse dans un sens et à nous de savoir la concrétiser et puis savoir l'écouter déjà et puis savoir rester rassemblés et puis savoir dans quel sens il nous faut aller. Et chaque fois que je relis les différents termas qu'on a reçus, enfin ceux auxquels j'ai accès, c'est vraiment ça qui est expliqué là-dedans. Hein. C'est presque une feuille de route, si j'ose dire. C'est peut-être un peu trivial ce que je dis, mais il y a quand même cette idée-là dedans. Pas d'autres interventions. Bah, si tu veux conclure, on peut s'arrêter là, puisqu'on a commencé. Le fait que Francesca ait parlé en dernier, ça nous fait une belle,
Et un beau trait d'union. Mhm. Voilà, donc je te donne la parole pour, euh, pour conclure. Et puis, enfin, je conclurai techniquement après. Mais... Kiki so. On a, comme Yves a dit, on a le pratique de cheval de vent, on a le pratique de hacher, on a reçu ces transmissions chambaliennes-là, qui nous laissent faire surgir le bravoure et l'ouverture et la tendresse tout en même temps, n'importe quand. C'est précieux, précieux. Alors, merci de me rassurer, Francesca. Parce que c'était pas dit dans un élan négatif. J'aime beaucoup, j'adore en fait notre communauté, puis ma vie est une vie pleine de signification et de bien vécue grâce à ces enseignements-là. Je suis vraiment éternellement en gratitude et puis je ne voudrais pas nuire, je ne voudrais pas avoir été négative. Je pense qu'il y a plein de possibilités. Puis il y a des personnes qui ont l'énergie pas infinie, en tout cas je te le souhaite. Et puis je nous souhaite tous bon cheminement, de continuer de cheminer comme on fait. On a de quoi être très fiers. Puis si Montréal peut vivre tout en gardant notre siège ici, peut aider le grand mandala, tant mieux. Je pense qu'on est bien situé pour pouvoir le faire à cause de tout ce que j'ai raconté. Notre façon de vivre ces crises-là et les transformer en sagesse. Merci. Merci beaucoup. Donc on va conclure en vous disant à la prochaine fois. D'abord, merci Suzy. Merci Jean-Luc. Parce que tu as bien, je pense, bien mis la table pour Francesca. Et, ça va être intéressant de continuer à se poser des questions, parce que je pense que avancer, c'est pas avoir des réponses, c'est se poser des questions et les bonnes questions. Et puis, comme disait un de mes maîtres, quand on est sûr d'être sur la bonne voie, c'est qu'on s'est trompé. Donc, je vais vous laisser avec ça. Et puis, donc, à la prochaine fois, qui est le premier dimanche de novembre, qui doit être le 2, si mes souvenirs sont bons, enfin, à vérifier. Voilà, on en reparlera. Mais ce ne sera pas en hybride, hein, ce sera, on fera un petit panel comme la dernière fois. Ce qu'on n'a pas fait là, c'est une petite erreur. Merci à vous, et puis vous pourrez revisionner la vidéo sur le site web dans quelques jours. Et puis surtout, à ce propos, merci à Jim qui a maîtrisé la technique malgré les pièges qu'on lui a tendus de faire une interaction avec le Zoom, alors que c'était pas du tout prévu, parce que techniquement c'est pas du tout la même installation. Donc, mais c'était génial. Parce que vous n'avez pas vu, parce que nous on a la caméra dans votre sens, c'est que à chaque fois il faut qu'il court de là à là pour une personne qui parle, et pour la réponse il faut qu'il recourt de l'autre côté, parce qu'à chaque fois il faut basculer des prises. Voilà. Et il sourit. Alors, il est épuisé. Il est épuisé, absolument épuisé. Donc, on va le laisser aller se coucher. Et puis, vous aussi. Alors, bonne nuit. Et puis, Kiki Soso, absolument. Merci.